assez peu. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Faithful Podcast. Aujourd'hui, on va débriefer la Free Agency 2022 des 49ers. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Kevin, Elliot et Olivier. Salut les gars. Salut Loïc, salut à tous. Salut Loïc. Salut Loïc, salut tout le monde. Aujourd'hui, le programme il est relativement simple. On va revenir poste par poste sur les différentes signatures et prolongations effectuées par le front office des Niners depuis le 13 mars et l'ouverture de la Free Agency. Mais avant ça, il y a un sujet qu'on va devoir aborder et qui fait énormément parler de lui sur les réseaux sociaux, c'est le trade, ou plutôt le non-trade de Jimmy Garoppolo, puisqu'au moment où on enregistre, il fait toujours partie de l'effectif des 49ers, et il y a de bonnes chances que ce soit toujours le cas quand vous nous écouterez. Du coup les gars, quelle issue vous imaginez pour cette tentative de trade et quelle issue vous espérez ? Disons que à l'heure actuelle, il n'y a pas trop de solutions. Vu que sa blessure à l'épaule, il est passé par la case opération. Personne n'en a voulu, malgré tout ce qu'on a pu essayer de croire, tout ce qu'on avait envie de le voir partir à droite, à gauche ou au milieu. Finalement, avec sa blessure à l'épaule, il est resté là et je pense que, à part un miracle, et j'y crois plus trop au miracle, il va rester à la maison au moins encore pendant une saison. Ouais, et puis on pensait que ça allait être quand même une intersaison assez calme au niveau des quarterbacks, et puis on s'est retrouvé avec des trades de Russell Wilson, de Deshaun Watson, c'est parti dans tous les sens, Baker Mayfield qui est sur le marché aussi. Puis là, on se retrouve avec un Jimmy Garoppolo qui est quand même en dessous de ces gars-là en termes de cote, et puis qui doit se trouver une équipe. Et il y avait déjà pas tant que ça d'équipes disponibles au départ. Alors avec des gars comme ça sur le marché, ça a limité les possibilités. Même Matt Ryan, qui est parti des Falcons pour aller aux Colts. C'est un plus gros nom que Garoppolo. C'est un mec qui a été MVP. Même s'il est plus âgé et qui représente moins l'avenir, c'est pas du tout ce que recherchent les Colts en fait. Les Colts, ils recherchent un mec qui peut les faire gagner maintenant, comme ils ont fait avec Vance, comme ils ont fait avec Rivers. Ça a pas marché avec les deux premiers. Là, ils essayent avec Ryan, un mec expérimenté sur peut-être sur 2 saisons, parce qu'ils pensent avoir l'effectif qui est prêt. Et ouais, c'est difficile de contrer ça, parce qu'en plus, je pense que Matt Ryan sur le marché, il coûtait moins cher en tour de draft que ce que demandent les 49ers pour Garoppolo. Donc on peut pas forcément en plus blâmer les équipes de prendre des mecs qui potentiellement coûtent moins cher, quand on voit que les 49ers, au moins des rumeurs qu'on a entendues, demandaient un premier tour pour Garoppolo. Aujourd'hui, je pense que non seulement ça semble compliqué de voir Garoppolo être tradé, mais en plus pour un premier tour, faut même pas rêver. Après, on a eu une rumeur qui disait que les Niners avaient refusé 2 seconds tours de draft. J'espère que ce sera jamais prouvé ou que ça a vraiment jamais eu lieu, parce que ça serait une énorme faute professionnelle de la part de John Lynch d'avoir refusé quelque chose comme ça. C'est clair, surtout qu'en plus cette année on n'a pas de premier tour de draft, même si c'est que des seconds. Avec des seconds tu peux prendre des titulaires quand même. Refuser 2 premiers tours de draft, si c'est avéré, oui, c'est catastrophique. Mais par contre, juste, il me semble que ça avait été, que ils avaient dit que c'était faux, le fait qu'il y avait une proposition pour 2 deuxièmes tours. Bah j'espère parce qu'aujourd'hui on a toujours le contrat de Garoppolo sur le dos, alors qu'il y a eu toutes les annonces et tout a été mis en place pour que Trey Lance prenne le relais. Donc oui, si c'est faux, on n'a pas grand chose à dire là-dessus, mais en tout cas, le fait est que Jimmy Garoppolo est toujours dans l'effectif, et ça c'est indéniable. Et j'ai fait un sondage sur Twitter où je demandais si on n'arrive pas du tout, mais genre jamais, à trader Garoppolo, ce qui est assez peu probable parce que je pense qu'on arrivera à s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre. Mais si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait ? Et j'ai proposé 3 possibilités de réponse. Soit on le coupe pour récupérer 27 millions de salary cap, soit on le garde comme backup, ce qui en fait sûrement le backup le mieux payé de la ligue, et soit on le garde comme starter. Et c'était assez partagé les résultats. La majorité voulait le garder dans l'effectif. Du coup, qu'est-ce que vous choisiriez vous comme possibilité dans ce scénario-là ? Bah, dans Madden, je le garde tous les jours. Sauf qu'on n'est pas dans Madden, il y a des relations humaines là-dedans. On garderait l'ancien leader incontesté de l'attaque et on lancerait un rookie qui doit s'affirmer et qui doit prendre le lead sur ses coéquipiers.
Je sais que Jimmy Garoppolo, c'est un gars d'équipe, et je le vois mal foutre la merde volontairement, mais immanquablement, ça va foutre la merde sa présence juste auprès de ses coéquipiers dans leur tête. Tu peux pas demander au leader incontesté de l'attaque de s'asseoir sur le banc de touche et de regarder un rookie jouer. Pour moi, ça c'est impossible, c'est inconcevable. Ouais, et puis en plus, ça sera compliqué à gérer parce que chaque fois qu'il va y avoir une interception ou une passe ratée ou un mauvais choix, la caméra va se tourner, on va montrer Jimmy G en gros plan. Ça va être invivable pour Lens pour son début de carrière et ça va être invivable aussi pour le groupe. Donc, franchement, l'intérêt de le garder dans ce cas-là, c'est limité. Le garder en tant que starter, on en a parlé la dernière fois, enfin, c'est pas le but de la manœuvre. Sinon, on n'a pas lâché 3 premiers tours de draft pendant 3 ans pour que le gars il reste sur le banc de façon éternelle. Donc voilà, malheureusement, il semblerait que la solution, c'est. Moi, je vois une quatrième solution par rapport à ce que tu as dit, attendre les camps, qu'il y ait un quarterback qui se blesse, ce qui va arriver comme chaque saison, et à ce moment-là, on sera en position, entre guillemets, de force pour pouvoir le trader. Surtout que la situation de garder les deux, elle est invivable, quelle que soit la solution. Tu gardes Garoppolo titulaire, bah t'as gâché des choix. 2, t'as un rookie qui a envie de jouer, qui a faim de terrain et qui reste encore une année de plus sur le banc et ça peut le frustrer. Et si tu décides de titulariser Trey Lance, comme l'ont dit les gars, de toute façon, t'as non seulement un mec qui n'a pas sa place sur un banc de NFL, parce que même si on a beaucoup critiqué Jimmy Garoppolo, il est titulaire dans quasiment la moitié des équipes NFL. Et t'as aussi un mec peut-être potentiellement meilleur que le titulaire, mais sur le banc juste parce que tu veux faire jouer un rookie. C'est pas vivable en fait de le garder. Tu peux pas faut pas le garder en fait. Faut soit le couper, soit attendre, comme a dit Olivier Lécan, mais on peut pas le garder dans l'effectif. C'est ça. Et le plan, c'est quand même d'avoir un effectif blindé avec un quarterback potable sous contrat rookie. C'est ça l'objectif pour moi quand on va chercher Trey Lance à la draft de l'année dernière. Du coup, si on attend encore 1 an pour faire jouer Trey Lance, ça veut dire qu'on retarde son développement d'1 an encore. Parce que même si peut-être que ça peut lui être bénéfique d'attendre 1 an, ça lui sera moins que de jouer. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Du coup, ben, on risque de perdre des années de contrat rookie. On repousse le moment où on pourrait avoir cet alignement des planètes du t'as un bon quarterback sous contrat rookie et un effectif excellent pour l'entourer. Donc pour moi, il faut le développer le plus vite possible. Et donc, il faut le faire jouer l'année prochaine, quoi. Même si on n'arrive pas à se débarrasser de Garoppolo. Alors juste pour en finir avec le poste de quarterback, on va juste citer le fait qu'on pensait qu'il y aurait peut-être l'arrivée d'un quarterback 2. Il y avait plein de potentiels quarterbacks qui pouvaient arriver pour ce poste, qui auraient pu nous intéresser, mais finalement on a juste prolongé Nate Sudfeld d'1 an et 2 millions. Du coup, on peut se demander si ça veut dire qu'on va garder nos 2 quarterbacks et que Nate Sudfeld sera juste quarterback 3. Mais si c'est pas le cas, il semblerait que Sudfeld soit notre QB2 pour la saison prochaine. Bah, le truc en fait, c'est que on n'a pas signé de QB2 parce que pour l'instant, on a encore 2 QB de toute façon. Ça aurait été illogique en fait de mettre le peu d'argent qu'on a, parce qu'on a déjà en plus pas d'argent disponible, sur un QB2 qui est un poste, même si c'est un remplaçant, qui coûte quand même relativement cher. Même si c'est un remplaçant, c'est du 5, 6, 7 millions la saison. Donc en fait, on aurait été juste malvenu de signer un mec tant qu'on n'a pas tradé Garoppolo. Et donc pour l'instant, comme on l'a pas fait, on le garde. Et puis de toute façon, Sudfeld c'est un 3 au mieux. Il a rien prouvé en NFL il a rien fait en NFL pour prouver qu'il valait mieux. Ouais, c'est clair. Et puis, de toute façon, je pense que c'est une question de domino. C'est la théorie des dominos. Le premier domino, c'est le départ de Jimmy G. Jimmy G n'étant pas parti, il n'y a aucun domino qui a bougé. Partant de là, Sudfeld, il est, comme l'a dit Elliott, il est en 2 pour l'instant, mais ça sera un 3 tout cassé. Et la situation, elle ne se décantera pas tant que Jimmy sera dans le groupe. Donc pour l'instant, au niveau du poste de quarterback 2 et 3, c'est pas là, il est juste là, à mon avis, pour faire le nombre. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne un peu et qui m'effraie même, j'ai envie de dire, c'est qu'on a 2 millions de salary cap. Et que du coup, si on estime que Garoppolo sera tradé, si dans l'esprit du front office Garoppolo, on s'en débarrasse quoi qu'il arrive, on a un peu plus de 20 millions de marge de masse salariale, même en tenant compte des futurs contrats rookies qu'on devra signer. Et pourtant, on n'exploite pas cet argent hypothétique. On le garde, on va en reparler après, mais on n'a pas signé des joueurs comme Tomlinson ou Kevin Williams qui semblaient prioritaires. Du coup, si dans l'esprit du front office c'est clair et net qu'on traite Garoppolo,
pourquoi on garde cet argent? Du coup, moi ma question c'est, est-ce qu'on n'est pas en train d'économiser, on va dire, en tout cas de ne pas dépenser notre argent parce que justement on compte garder Garoppolo? Alors là, bonne question. Moi, je pense surtout que si tu dépenses de l'argent de façon hypothétique, comme tu dis, on se retrouve dans une situation. Là, c'est un jeu de poker menteur. Je vais dire, c'est le concept de dire nous, Garoppolo, c'est ce qu'ils ont dit récemment. Nous, Garoppolo, on est content de Oui, mais lui on peut l'avoir. le couper. Patali, non, mais ce qu'ils ont dit, c'est on est content de l'avoir, patali patala, il va rester là, et puis on va voir après. Et en clair, c'est quand vous aurez besoin, vous savez que nous, on a un quarterback qui est disponible. Et si tu le coupes, toi, tu le payes X millions, tu vas te retrouver avec une équipe qui va rien changer pour, et qui va le récupérer pour un tiers ou un quart du prix. Donc c'est un jeu, à l'heure actuelle, c'est un jeu de poker menteur, c'est tout, hein. Bah, c'est un jeu de qui a la plus grosse entre John Lynch et les autres GM en ce moment là. À vouloir absolument gérer un trade et puis à avoir quelque chose en échange, ben il se prive de pouvoir garder Tomlinson, de garder Williams, d'en garder d'autres, de signer des gars plus forts. Puis là, on se retrouve avec plus de 20 millions pris par Garoppolo, alors qu'on sait que de toute façon, ils seront plus là en début de saison prochaine. Et pendant ce temps-là, on perd tout le monde. Et on perd aussi des cibles qui auraient renforcé l'équipe. Ce jeu-là commence à coûter très cher. Ouais, mais je veux dire, Garoppolo, si on n'arrive même pas à le trader, on peut toujours le couper et récupérer 27 millions. Donc, si dans l'esprit du front office c'était clair et net que Garoppolo serait plus dans notre effectif la saison prochaine, bah pour moi, on utiliserait cet argent hypothétique. Ouais, mais non, parce que c'est toujours Mais je- pareil. C'est ce qu'on te dit. C'est le jeu de poker menteur, celui qui a la plus longue, comme ça peut être dit de toutes les façons possibles. Si tu le coupes, je vais faire un exemple qui n'en est pas un. Tu prends Bobby Wagner, ils l'ont coupé au niveau des Seahawks. Ils ont dit aux gars, allez-y, récupérez-le. Et donc finalement, ils ont renforcé une équipe de leur propre division. Ok, ça leur a coûté de l'argent, mais ils ont récupéré quoi, Seattle? Que dalle. Donc nous, c'est le même principe avec Garoppolo. Ils préfèrent le Ouais. garder et ne pas renforcer l'équipe pour l'instant, plutôt que de lâcher un joueur, plutôt que de le lâcher comme ça. Moi, je pense que c'est ce qui est, c'est la mentalité dans laquelle ils sont à l'heure actuelle. Je dis pas que c'est la Ouais. bonne, je pense que c'est celle-là, c'est tout. Ah, mais t'as les Seahawks qui sont en reconstruction totale, qui sont en train de casser leur effectif pour repartir de zéro, alors que nous, on doit se construire un effectif pour gagner le Super Bowl de la saison prochaine. C'est pas du tout la même situation là. Après, le truc, c'est que la free agency, surtout sur le poste de quarterback, c'est un vrai jeu de stratégie en fait. Le problème, c'est que si tu commences à signer des mecs sur l'hypothétique argent que tu vas récupérer de Garoppolo, les GM adverses vont être en position de force parce qu'ils Ouais, vont se mais dire ils ont besoin de cet argent, ils vont offrir moins pour un mec, pour ce mec-là, ou rien du tout. Et comme nous, on aura déjà signé des mecs avec un argent hypothétique, on sera obligé de le couper. mais moi, je Donc, préfère prolonger Tomlinson c'est et Cohen Williams et me priver d'un premier mais tour qui serait juste un je suis deuxième. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que dans la tête de John Lynch, le trade de Garoppolo et récupérer des choix de draft était sûrement plus important que de garder Tomlinson et Kevin Williams. Ouais. Je suis pas d'accord avec ça. Moi non Je suis plus. pas du tout d'accord avec ça, mais c'est sûrement leur avis. Mais selon moi, la réflexion aurait dû être beaucoup plus rapide que ça. T'as Russell Wilson sur le marché, t'as Matt Ryan sur le marché, t'as Carson Wentz qui part des Colts, t'as Deshaun Watson sur le marché, t'as Baker Mayfield qui se libère. Ça y est, le marché est mort. Tu coupes Garoppolo, tu prends les millions et t'investis ailleurs. C'est terminé, là. Le marché était fini à partir de ce moment-là, selon moi. Surtout qu'aujourd'hui sur le marché, il reste dans tous les noms que tu as cités, il reste de disponibles du coup Jimmy G et Baker Mayfield. Et autant j'aime bien Jimmy G, mais personnellement, ça va être que mon avis à moi, mais tu me demandes de prendre Garoppolo ou Mayfield, je prends Mayfield. Mais moi aussi. Et puis regarde, même les Falcons qui avaient un trou suite au départ de Matt Ryan, ils ont préféré opter pour Marcus Mariota. Oui, qui est moins fort que Garoppolo, mais qui est tellement moins cher. Ouais, c'est ça, mais ça en dit long aussi sur la cote. Ils pensent que Mariota peut apporter quasiment autant que Garoppolo à un prix beaucoup moindre. Ça, je suis pas sûr. Après, À mon la avis, différence, ils c'est vont que les drafter Falcons, ou- La différence, c'est que les Falcons, ils sont vraiment en mode gros tank. Donc, je pense que ils savent que Garoppolo est meilleur que Mariota, mais Mariota va moins leur faire gagner de match, et ils vont aller chercher leur choix de draft, quoi. Du coup, si vous deviez faire un prono rapidement, comment vous pensez que ça va se finir chacun? Je pense qu'il va être coupé. Ben, pour moi, c'est très simple. Ils vont attendre les camps qu'il y ait une blessure et qu'à ce moment-là, ils vont le trader. Ouais, Et c'est Kevin? d'accord avec Olivier. Si ils vont attendre le camp et puis s'il n'y a pas d'ouverture de trade vers le début de la pré-saison, ils vont le couper. Puis ça va finir comme ça. Mais on aura perdu beaucoup trop de temps en faisant un move qui aurait pu être fait déjà en ce moment. Ok, bah, je pense qu'on a un peu fait le tour de la question du quarterback. On va pouvoir passer au receveur.
Il n'y a pas eu d'énormes mouvements, mais il faut signaler la signature de Ray Ray McLeod, qui est avant tout un returner, on y reviendra, mais qui est aussi un receveur, qui peut potentiellement être un receveur 3. On l'a eu pour 2 ans et 2 millions par an. Et on a prolongé Jawan Jennings, qui était restricted free agent, si je dis pas de conneries, et qu'on a gardé pour 1 an et 825 000 dollars, donc c'est le minimum vétéran pour un receveur. Est-ce que pour vous, Ray Ray McLeod, il apporte quelque chose de nouveau dans ce groupe de cible? Et bah tu l'as enfin Loïc, ton receveur rapide. Alléluia! C'est bon, on l'a. Après je pense que moi j'aime bien cette signature parce que c'est un très bon joueur, il est pas très cher. Mais surtout il va vraiment apporter, comme tu l'as dit, en équipe spéciale parce qu'on a eu des gros problèmes sur le retour de coup de pied la saison dernière. Et je pense qu'il va apporter vraiment sur ce domaine, plus encore qu'en réception, même si je pense qu'il va avoir son temps de jeu comme receveur 4, tu vois, et surtout sur des tracés profonds, mais je pense qu'il nous apporte surtout vraiment ouais, en équipe spéciale. Donc pour vous, c'est un receveur 4, pas un receveur 3 devant Jennings? Ah, non, il est derrière Jennings. Bah, Surtout que Jennings, là, cette signature, elle est magnifique. Un énorme braco de signer Jennings à moins d'1 million. Ah, ouais, mais on l'a moi. eu que pour 1 an, hein. Ouais, mais c'est le Ça, principe, c'est un peu. c'est le jeu, c'est le jeu de ces signatures-là. Mais par contre, moi, Réré, c'est ma nouvelle idole, rien que pour son prénom, quoi. Je dis, le mec s'appelle Réré, donc c'est bon. Partant de là, moi, toute l'année prochaine, vas-y Réré, quoi. C'est là, non, plus sérieusement, on avait besoin de redynamiser aussi les équipes, les équipes spéciales en retour de coup de pied. Et on a un gars qui est assez spécialiste du poste. Et pour toi, en plus, c'est ce que tu cherchais depuis un moment, un receveur qui prend la profondeur. Donc tu es content, tu as ton receveur qui prend la profondeur. Moralité, t'écoutes plus toi que nous. Hein, je note que Exactement. voilà, c'est quand on est chef suprême du podcast sur les Niners, ça marche mieux. Hein, voilà. Ah bah, il a ses entrées. Hein. Ça doit être ça, ça doit être ça. Ça doit être ça. Au niveau des tight ends, il s'est pas passé grand-chose. Juste, on a prolongé Ross Dwelly au minimum vétéran pour 1 an, donc c'est un peu moins d'1 million. Donc normalement, on a notre tight end numéro 2. On va pouvoir passer au running back. Alors on avait 5 running backs, disons, la saison passée dans notre roster. On avait nos 2 rookies, Trey Sermon et évidemment le monstre Elijah Mitchell. Et on avait Raheem Mostert, Jeff Wilson, Jamaica Lasty, qui étaient tous les 3 en fin de contrat. On en a prolongé 2. On a gardé Jeff Wilson et Jamaica Lasty tous les 2 pour des contrats d'1 an pour plus ou moins 1 million. Et on a laissé partir Raheem Mostert aux Dolphins pour 1 an et 2 millions. Est-ce que pour vous c'était le bon choix de garder Wilson et Asti et de se débarrasser et de pas re-signer Mostert? On garde le mauvais, les clopés, puis on laisse partir le bon. Après, il était sûrement temps de bouger Raheem Mostert. Jamaica Lasty, j'ai jamais été très convaincu. Et puis Jeff Wilson, il passe la moitié de la saison sur une jambe. Donc c'est compliqué. Mais est-ce que les deux vont pas finir par être coupés d'ici le début de la saison prochaine et on va avoir des rookies qui vont arriver? Je le sais pas. Mais bonne chance à Raheem Mostert et merci. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'on n'a pas de running back 2. Enfin, Elijah Mitchell, ok, c'est un running back 1. Mais derrière, entre Asti, Wilson et surtout Trey Sermon, qui pour moi est running back 4-5, Ouais, mais non, là, je trouve là, qu'on là, a. il faut arrêter de suite. Je veux dire, c'est votre nouvelle mode, vous les jeunes, là, voilà. Alors là, Trey Lance, on l'a vu jouer un match et demi, c'est un demi-dieu. Et Trey Sermon, il a été blessé, mais lui, c'est un running back 64. Faut arrêter aussi, les gars. Là, il faut Il arrêter. n'a pas été Euh, blessé, il a été Trey, mauvais quand il était là. Mais Trey il le Sermon, faisait courir 5 fois par match. le peu qu'il a joué, il s'est fait l'année dernière, il a bien mangé ce qu'il fallait. Je pense que s'ils l'ont choisi au troisième tour à la draft l'année dernière, c'est pas pour rien. Le gamin, il peut exploser cette année ou l'année prochaine, c'est pas un problème. Et puis après, voilà, je veux dire, on n'a pas de running back 2, on s'en fout. Il va prendre n'importe qui, notre Shanahan magique, et il va trouver la solution. Donc voilà, après non, je suis pas inquiet je suis pas inquiet pour les running backs. Il y a pas de fait. Et comme disait Kevin. S'ils sont pas bons, il va les couper pendant le camp. C'est pas un problème, ça non plus. Mais bon, voilà, il faut arrêter de penser. Moi, je pense que Trey Sermon, cette année, il va faire quelque chose. C'est pas possible que tu l'aies drafté au troisième tour comme ça. C'est pas une lubie qu'ils ont eue. Ouais, mais avec des si, on Voilà. pourrait faire tout et n'importe quoi. Actuellement, on a un rookie qui était pris au troisième tour, qui faisait un demi-yard par course. J'exagère un peu, mais à peine. Et qui se fait complètement
explosé par un gars qui est pris au 7e tour. Je suis désolé, mais sur une première saison, Trey Sermon est un bust. Est-ce qu'il va s'améliorer la saison prochaine? J'en sais rien. Mais pour le moment, c'est une déception, il n'y a pas d'autre mot. C'est ça. Et même quand il était running back 1, parce que ça lui arrivait, que tous les autres running backs étaient blessés, et il le faisait pas courir, Shanahan. Il avait pas l'air d'avoir confiance en lui. Donc pour moi, quand t'as personne de titularisable, on va dire, derrière Mitchell qui se blesse énormément, enfin moi je suis un peu inquiet quand même. Je trouve que ce serait pas con de faire venir quelqu'un, par exemple à la draft, encore une fois, en 5e, 6e tour. Mais il va en prendre un à la draft, hein. Il va en prendre un en fin de draft parce on prend un running back à chaque fois en fin de draft parce que les running backs sont toujours très nombreux en fin de draft et tu peux toujours avoir des bonnes surprises. Bah, la preuve avec Mitchell, hein, de toute façon. Donc je pense que de toute façon, comme tu perds un Mostert et que tu re-signes de mecs et que t'as pas signé de mec à la free agency, automatiquement tu dois en prendre un parce que Wilson, Asti et Sermon, comme tu l'as dit, ont pas fait grand chose, ont pas fait leur preuve. Donc de toute façon, tu peux pas partir avec ces mecs-là comme tu dis, en deux. Tu peux pas former un comité avec ces mecs-là. Donc automatiquement, il va prendre quelqu'un, c'est sûr. Après, il reste à voir si le joueur qui va être pris va performer ou non. C'est toujours aussi la loterie de la draft, surtout dans les fins de tour et surtout dans notre système de jeu, voir qui va s'adapter. Parce que Raheem Mostert était très adapté à notre système de jeu, mais c'est un running back rapide. Là où Elijah Mitchell est très adapté à notre système de jeu, mais c'est un running back puissant. Donc on sait jamais vraiment en fait si un mec va fit parfaitement dans le système, mais il faut prendre entre guillemets le risque, même si quand tu prends un mec au 6e ou au 7e tour, c'est moins un risque que quand tu prends Trey Sermon au 3e. Et puis il faut pas oublier qu'avec Deebo Samuel et sa présence sur le jeu de course, on s'éloigne un petit peu du principe du jeu de comité de running back, sachant qu'avec un running back qui joue la plupart des snaps, plus Deebo Samuel qui vient combler le manque, t'as quand même déjà la plupart des snaps qui sont comblés. Donc derrière, t'as un Mais Trey Sermon ou un Jeff Wilson qui peut rentrer pour faire les quelques snaps qui restent, et puis ça fait le boulot. ouais, mais Deebo Samuel, on espère quand même qu'on le fera moins courir la saison prochaine que cette année. C'est le jouet de Shanahan, il va continuer à courir Ouais, et puis de toute façon, on a le quarterback qui court aussi, hein. aussi. Voilà, non mais c'est C'est vrai, vrai non que mais c'est assez. ça rentre aussi dans la réflexion. Puis voilà, moi je pense que Wilson en pleine santé, ce qui est ok, je suis d'accord avec Kevin, c'est pas tout le temps, mais quand il est en pleine santé, c'est le genre de mec, il va te prendre 3 ballons, il va marquer 2 touchdowns parce qu'on va le lancer sur les derniers yards et en zone rouge, il est très 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 efficace quand il est à 100%. Et lui plus Mitchell, déjà ça va faire du mal. Et franchement, moi j'enterrais pas très Sermon. Sincèrement, un running back sur la première saison, franchement j'enterrerais pas du tout. À voir. À voir. Je propose qu'on passe maintenant à la ligne offensive. Et il y avait si ce n'est le principal free agent des 49ers de cette année, qui est Laken Tomlinson, qu'on n'a pas prolongé, qui est parti chez les Jets pour 3 ans et 40 millions de dollars. Est-ce que pour vous, Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'était une connerie de ne pas l'avoir prolongé, même pour un salaire comme celui que les Jets lui ont donné? Oui, oui, il n'y a rien d'autre à dire. On aurait dû le prolonger parce que même si c'est un beau salaire, c'est un super joueur en fait. Dans le précédent podcast, j'avais dit Aziz Al-Shahir pour moi est la signature la plus importante. Je change mon fusil d'épaule et en fait, vous aviez raison, Loïc et Kevin, c'était Laken Tomlinson le plus important en fait à garder et on l'a pas fait. Il part au Jets, il va retrouver Robert Saleh, il va faire du bien à Zach Wilson et nous on se retrouve au final en plus avec un trou parce qu'on a signé personne sur ce poste. On sait pas ce que vaut Aaron Banks, même si dans les dernières déclarations apparemment Shanahan a assez confiance en lui, mais en fait on l'a pas vu sur le terrain donc on peut pas vraiment savoir ce qu'il vaut. Ouais, mais c'est ça le. Après, pour Tomlinson, c'est une des rares choses, les gars, où on ne s'est pas trompé au dernier podcast. C'est au niveau du prix auquel il est parti. Parce que tous les autres trucs qu'on a dit, on s'est tous croûtés lamentablement. Mais sur Tomlinson, on était pas mal. On peut juste garder ça pour ceux qui l'ont écouté. Ils verront qu'on on Non. dit pas que des bêtises. Mais Sur DJ Jones, on avait bien raison aussi. On ouais, avait dit voilà, qu'il je avait crois qu'on en a deux, trop on en avait payé et il est deux, parti. deux où on a fait juste, c'est pas grand chose malheureusement. Bon, plus sérieusement, je pense que ce qu'ils ont décidé de faire par rapport à la ligne offensive, c'est un putain de pile ou face. J'ai l'impression qu'on va jouer avec Trent Williams d'un côté, McClinchy qui va jouer sa vie pour son contrat de l'autre côté, Mac qui va finir sa carrière,
et des premières années ou des deuxièmes années sur les postes de garde et de centre pour faire des économies à ce niveau-là. Je pense que c'est l'idée qu'ils ont avec, si je dis pas de bêtises, avec Banks et Moore, c'est ce qu'ils veulent faire. Et je peux pas ça. Enfin, voilà, c'est la seule chose que je peux dire, c'est que je suis inquiet. Oui, et puis surtout, faire un pile ou face quand tu vas lancer ton quarterback rookie, faire un pile ou face sur la ligne offensive, c'est vraiment pas très malin en fait. Après, le problème, c'est que je pense que les dirigeants en fait, des 49ers ont pas voulu offrir le contrat de toute façon que les Jets ont offert. Ils ont voulu offrir moins. Laken Tomlinson a eu aussi raison en fait d'aller prendre l'argent. On peut pas lui en vouloir. Comme tous les joueurs. Et je pense que même s'ils ont dû sonder le marché des guards, on voit le prix auquel Brandon Scherf est parti à Jacksonville. Tous ces mecs-là en fait sont partis à des prix aussi élevés. Et je pense que en fait, les dirigeants des Niners voulaient pas mettre autant d'argent sur un guard, quoi. C'est ça, si tu voulais ton cornerback 1, c'est soit tu étais allé le chercher, ou soit tu gardais Tomlinson, mais tu pouvais pas faire les deux dossiers à la fois avec la somme qu'il y avait, à moins, encore une fois, de couper Garoppolo. On y revient. Aaron Banks, vous y croyez pour la saison prochaine? C'est impossible de savoir. C'est impossible. On l'a pas vu sur le terrain. On sait Ouais, pas mais ce qu'il vaut, ce mec. justement, Est-ce qu'on y croit? On a envie d'y Moi, croire. j'ai envie d'y croire. Mais en fait, le problème, c'est que je sais pas du tout. On sait pas. Personne ne sait vraiment ce qu'il vaut, quoi. c'est ça le problème. Moi, ce qui me fait peur, c'est que Shanahan, il a fait jouer 5 snaps offensifs à Aaron Banks sur sa première saison. 5 snaps en fin de match contre les Jaguars, quand on menait déjà de 150 points. Comment il a pu dire en interview il y a 7 semaines d'ailleurs, que Aaron Banks avait déjà le niveau pour être starter en fin de saison l'année passée, et puis alors que c'est pas du tout ce qu'il a montré. Il lui a pas laissé jouer un seul snap important. Ouais, mais jouer sur le poste de Tomlinson. Partant de là, nous on jouait Et de aussi une Brunskill, qui qualif. était notre pire titulaire. Ouais, mais bon, ici, s'il compte le mettre à la place de Tomlinson et que c'était son idée et qu'il pensait qu'il avait le niveau, mais alors en fin de saison, on avait encore des choses à jouer, c'est pour ça. Il pouvait pas faire un laboratoire. Je pense qu'après, nous, on a que la version extérieure. Au niveau du front office, eux, ils savent ce qu'ils font. Moi, je leur fais confiance. Honnêtement, quand je vais pas spoiler la suite, mais je suis pas super heureux de notre free agency. Je pense qu'un peu comme tout le monde, mais après, je me raisonne en me disant, on a quand même des gens qui sont compétents. Qui gèrent l'équipe de façon sérieuse et qui font progresser chaque année les joueurs. Donc voilà, est-ce qu'ils ont vu quelque chose pendant la saison que nous on n'a pas vu? Est-ce que le gamin c'est un gamin super intelligent qui a compris ce qu'on lui demandait et que du moment qu'il va être sur le terrain il va apporter ce qu'on lui demande? Voilà, c'est cette question, on ne peut pas avoir la réponse pour l'instant, on n'est pas Madame Irma. Et puis, en plus, les déclarations de Shanahan, de toute façon, c'est aussi un peu de la politique. Il va pas dire que son joueur il est à chier, c'est évident. Il a vu des choses. Non seulement il a vu les entraînements que nous on n'a pas vu, il a vu des choses sûrement que nous on n'a pas vu parce que c'est un professionnel du métier. Enfin, il est du métier quoi, mais surtout, oui, il va pas dire non seulement pour les supporters, mais pour le joueur, pour l'effectif. Il est obligé de garder les standards en fait pour son joueur parce que sinon, s'il commence déjà à dire que le deuxième tour qu'il a fait un an avant sur un mec encore jeune en développement, que c'est un échec. Non seulement c'est un désaveu terrible, mais ça nique toute l'équipe. Mais Quoi. tu peux être quelque part entre les deux. T'es pas obligé de le couvrir de louanges non plus comme il l'a fait récemment. Tu peux aussi noyer un peu le poisson en disant que on va voir, c'était un jour à développer au départ, on fera le point cet été. Enfin, les réponses politiques de base. Mais là, il l'a couvert de louanges. C'est pas. Alors c'est peut-être une question de motiver le gars aussi, mais il aurait pu rester un peu plus mesuré s'il y croyait pas tant que ça, ce gars-là. Ouais, seul l'avenir nous le dira, parce que là, pour l'instant, on fait vraiment, c'est des plans sur une comète qu'on voit même pas, quoi. Donc, pour l'instant, c'est très compliqué d'avoir une quelconque visibilité là-dessus. Après, Aaron Banks, si pour sa première saison complète, on va dire, en NFL, il est entouré de Trent Williams à sa gauche et Alex Mack à sa droite, c'est déjà une aide pour se lancer, quoi. Mais ça me fait quand même flipper de me dire que... Ouais. Bien sûr, parce que c'est une aide quand t'as des mecs expérimentés et talentueux comme ça autour de toi. Mais le truc, c'est qu'il va jouer à Aaron Donald 2 fois dans la saison, à l'intérieur. C'est ça. Et que même si t'as des mecs expérimentés autour de toi, tous les meilleurs linemen offensifs se font éclater par Aaron Donald.
Donc au bout d'un moment, j'espère, je sais, j'ai pas le calendrier sous les yeux, mais j'espère qu'il aura le temps d'acquérir de l'expérience avant qu'on joue les Rams, parce que si son premier match, ou dans ses premiers matchs, bah, il se retrouve face à Aaron Donald et qu'il se fait écraser, pour la confiance, ça va être technique aussi. Ouais, et puis t'as beau avoir Mac et Williams à tes côtés, les pass rush adverses, ils vont te cibler, hein. Tout le monde va lui courir dessus. Donc il va avoir intérêt à assurer, et pas que Donald. Et donc nos deux gardes sont peut-être nos deux pires titulaires pour la saison prochaine. Si on s'en force pas et si... Oh, il y a des chances, il y a des très Il y a grandes des chances. chances, hein. Parce que Daniel Brunskill, on en a pas beaucoup parlé, mais... Putain, on lui a donné 2,5 millions, quoi. Ouais, mais on lui a donné que 1 an en fait. En soi, il a pas été bon l'année dernière, mais à 2,5 millions, tu peux pas avoir grand chose de plus au final. Donc autant garder un mec qui connaît le système, qui a déjà joué sur cette ligne, même s'il était moyen. Mais si tu te dis que tu vas peut-être récupérer un guard à la draft ou que tu fais confiance à Aaron Banks, tu vas pas faire trop d'expérimentation non plus sur ta ligne, quoi. Faut garder un socle quand même, une base, même si elle n'est pas forcément ultra solide, mais il faut garder cette base-là. On précise aussi qu'on a perdu Tom Compton, qui était notre tackle droit en fin de saison dernière quand McGlinchey s'est blessé. Il est parti aux Broncos pour 1 an et 1,6 million de dollars. Et je propose qu'on passe maintenant à la défense et à la ligne défensive. La première chose qui s'est passée, c'est qu'on a perdu DJ Jones, qui est parti pour 30 millions sur 3 ans aux Broncos. Ça, on avait pas mal parlé déjà dans les épisodes précédents, on s'attendait pas à ce qu'il reste. On s'attendait à ce qu'ils prennent beaucoup d'argent dans une autre franchise et que pour nous ce soit pas un besoin suffisant pour investir un gros contrat sur lui. C'est exactement ce qui s'est passé, Ouais, 10 millions la saison sur 3 ans, c'est un prix qu'on pouvait pas offrir de toute façon. clairement. Il a fait une très belle saison, il mérite d'aller chercher son contrat. En plus, il arrive aux Broncos qui sont une belle équipe défensive qui, en plus, avec Russell Wilson, vont être une équipe à suivre l'année prochaine, comme à peu près toute la FC West. Ouais, la FC West, on devrait les sortir de la NFL et puis les laisser faire leur championnat de leur côté et puis faire un champion et puis merci. Pour une fois, je suis content d'être à l'Ouest et pas en AFC. Alors que normalement, on était toujours la grosse division. Bon, on a toujours les Rams, évidemment, les champions en titre, et les Cardinals qui vont être chiants. Mais là, ça va. Il y a les Seahawks qui se sont bien affaiblis, alors qu'en AFC, tout le monde s'est renforcé à mort, quoi. Ouais, et puis on avait la NFC qui était la grosse conférence et la NFC West qui était la grosse division de la NFC. Et puis on était dans un gigantesque champ de mine là, pour aller au Super Bowl, alors que là, c'est quand même. Ça souffle quand même. Il y a toujours les Rams qui ont l'air d'être armés pour être champions de division pendant les 3 prochaines saisons, mais on verra. Ouais, mais les Rams, bon, c'est pas le sujet du podcast, mais on peut faire un aparté un peu rapide. Les Rams, quand tout le monde parle du fait que où est-ce qu'ils trouvent leur argent, etc., au final, ils ont pas. Enfin, il y a une certaine logique en fait dans leur signature, c'est que ils perdent Von Miller, ils signent Bobby Wagner. Bobby Wagner. Et c'est qui l'autre qu'ils ont signé déjà? J'ai un trou. Bah, ils perdent de Woods, et ils récupèrent Allen Robinson. Et Ouais, ils ont c'est perdu ça. beaucoup de Mais monde, au ouais. final, C'est ça, ce que c'est ça. au Ouais. final, ils perdent aussi du monde. Ils ont toujours pas signé au budget. Donc au final, oui, ils gardent un effectif très solide, mais ils se renforcent pas gargantuesquement non plus. Même si j'adore Allen Robinson, je pense qu'il est meilleur que Woods, mais c'est pas non plus ultra choquant, quoi. Alors pour en revenir à la D-line des 49ers, parce que je rappelle que c'était ça à la base le sujet, on a fait revenir Kerry Hyder, qui était, si je me trompe pas, c'était notre meilleur sacker en 2020, saison où Nick Bosa a été blessé. On l'a Tout le fait monde était revenir blessé. pour 1 an et 1,5 million de dollars. Ça, on est d'accord qu'à ce prix-là, c'est une belle réussite. Ah oui, ça c'est un super move. C'est un super move. On récupère un joueur qui connaît le système, qui a été efficace avec nous et qui va pas nous coûter grand-chose. Partant de là, c'est parfait. Puis c'est une belle histoire, un gars qui est bon chez nous, qui braque la banque aux Seahawks, qui est pourri aux Seahawks et qui revient chez nous. Pas cher. C'est une très belle histoire, moi j'adore ça. Les Seahawks qui l'ont utilisé d'ailleurs de façon assez différente de nous, puisque j'ai vu la stat des... Enfin, je la connais pas par cœur, mais j'ai vu qu'il avait beaucoup plus joué en tant que defensive tackle chez les Seahawks, alors qu'il jouait pratiquement que en tant que defensive end chez les 49ers. Donc j'espère qu'on va pas l'utiliser comme Arden Key, comme on l'a fait avec Arden Key cette année, et qu'on va plus l'utiliser comme on le faisait en 2020. Et pourquoi pas... Est-ce que c'est un starter côté opposé à Bosa Je pense qu'à l'opposé de Bosa va y avoir une rotation, en fait. Je pense aussi. On va voir Bosa en 1 et Hyder va être dans la rotation pour de l'autre côté. Et s'il performe comme il l'a fait en 2020 quand tout était décimé et que du coup, au final, il y avait... non seulement il a performé, mais en plus, comme il n'y avait plus Bosa, il n'y avait plus un espèce de focus qu'il y a aujourd'hui, évidemment, sur un joueur aussi fort. Donc en plus, il va être plus libéré
en 2022 qu'il ne l'était en 2020, et s'il performe pareil, oui, on a un titulaire de l'autre côté. Hein. Ça, c'est clair et net. Et pour 1,5 million la saison, franchement, c'est un beau braquage. Après, attention, c'est un joueur qui est assez irrégulier, j'ai l'impression. Quand on regarde ses stats, il a fait 2 grosses saisons, dont une chez nous en 2020 et sa saison rookie. Et sinon, le reste de ses années, c'est souvent un sac et demi, 2 sacs. Bon, il sera très bien entouré et très bien coaché la saison prochaine, donc on espère qu'il sera au même niveau qu'il y a 2 ans, mais attention à Hyder, faut peut-être pas s'attendre à ce que ce soit forcément le même qu'il y a 2 ans, quoi. J'ai Ouais, l'impression. mais à ce prix-là, c'est bon, quoi, franchement. Ouais, à ce prix-là, c'est parfait. À mon avis, ce sera une rotation avec Samson et Boukham, et peut-être un peu Omeniu. Et puis il y a pas mal de rumeurs sur le fait qu'on draft aussi un Edge peut-être au deuxième ou au troisième tour, donc aussi peut-être avec le mec qu'on va récupérer à ce niveau-là. Mhm. Du coup, Arden Key, je l'ai cité tout à l'heure, on l'a laissé partir aux Jaguars pour 1 an et 7 millions. Là aussi, on avait bon, hein, Olivier, donc finalement, on n'est pas si mauvais que ça. On avait dit qu'il y aurait un certain nombre de joueurs qui seraient trop bien payés pour nous. Et, Ah ouais, c'est ce qui s'est ah, passé sur. et puis à ce tarif-là, on le garde pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, mais Voilà, c'est les Jaguars en même c'est les temps, quoi. meilleurs. Voilà. Les Jaguars, c'est les Mais meilleurs. les Jaguars, c'est la Casa des Papel, là, tu sais, la scène où il y a tous les billets qui volent du ciel, là, qui tombent du ciel, là. Ça, c'est les Jaguars, quoi. Ils ont lancé ça de partout. Je pense qu'ils se sont dit, attends, personne veut venir chez nous, on va les surpayer. On va faire ça avec Christian Kirk, on va faire ça avec Arden Key, on va faire ça avec Brandon Scherf, on va leur donner un maximum de thunes qu'ils pourront pas refuser parce que personne veut venir chez nous. C'est ce qui se passe. Après, et en fait, le truc, c'est qu'ils ont du cap, ils l'utilisent, ce qui est logique, mais c'est peut-être 7 millions pour Arden Key, même si c'est un bon joueur, peut-être un peu élevé. Je crois qu'il y a 2-3 millions de bonus là-dedans quand même, mais ouais, de toute façon, c'est trop, ça c'est Et sûr. puis ils ont Trevor Lawrence, qui est encore en début de carrière, mais si dans 2-3 ans il est devenu le quarterback que tout le monde attendait qu'il devienne, et il va coûter une fortune. Quand on voit les prix que coûtent les grands quarterbacks en ce moment, bonne chance à eux en donnant tous ces millions. Alors, on va passer au linebacker. Du coup, par rapport à ce qu'on avait dit au dernier épisode, on n'a pas coupé Dre Greenlaw et on a prolongé Al-Shaair. Donc, on a la fameuse triplette que Elliott souhaitait absolument. Al-Shaair, on lui a donné 4 millions sur 1 an. Et on a aussi fait un recrutement. On a été chercher un spécial teamer des Packers qui peut jouer linebacker. À mon avis, ce sera plutôt profondeur. C'est Oren Burks, à qui on a quand même donné 2,5 millions par an sur 2 ans. Donc 5 millions sur 2 ans. On est d'accord qu'à ce poste-là, on est blindé, hein. Ah oui, oui. Niveau Mais, des linebackers, on est mais est-ce bien, que c'est quoi. pas trop 4 millions pour Al-Shaair? Bah non. 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 Voilà. Non, t'as un titulaire. Parce qu'on T'as a un déjà titulaire Greenlaw. Oui, mais t'as 3 linebackers sur un terrain, pas 2. Ah, ça se discute, je trouve. Mais... Oui, non, mais selon les formations, etc. Mais t'as besoin d'avoir 3 bons linebackers. Et non, moi, 4 millions la saison, franchement, je suis hyper OK avec ça. Je trouve que c'est un très bon prix. Hein. C'est clair. C'est clair, si on a même pu le prolonger sur un contrat de 4 millions par saison sur 3 ou 4 ans, mais je signais de suite les 2 mains et les 2 pieds. Hein. Parce que même si tu me proposais demain, imaginons qu'Arden Key soit pas. Enfin, imaginons que les Jaguars aient pas autant d'argent à gâcher, tu me proposais, tu veux garder Arden Key à 4 millions ou Al-Shaair à 4 millions, je garde Al-Shaair. Hein. Moi aussi. Bah, tous les jours. Idem. Voilà. Voilà, bah, pas grand-chose à rajouter sur le poste de linebacker. On va passer au poste de cornerback où là, il y aura un peu plus à dire. Ce dont on a le plus manqué en 2021, c'était d'un cornerback 1. On a été chercher Charvarius Ward, donc qui était le cornerback 1 des Chiefs la saison passée. On lui a donné 13 millions et demi par an sur 3 ans, dont je pense 2 années garanties plus ou moins. Est-ce que pour vous, on a notre cornerback 1 avec Ward? Oui, on a notre cornerback 1, c'est un très bon joueur. On a de quoi être satisfait de sa signature, mais on le signe à un prix qui est quand même assez élevé. Et pour 3 millions de plus, t'as un JC Jackson qui est encore bien au-dessus de ce que peut apporter Charvarius Ward. Donc oui, on a notre cornerback 1, oui, c'est un bon joueur, mais je pense encore qu'on pouvait faire un meilleur move que ça. Après, Jesse Jackson, je pense que c'est lui qui a été un peu sous-payé pour le coup, hein, parce que quand on regarde les autres contrats signés par les cornerbacks, j'ai pas l'impression que Ward, son contrat soit délirant. Il est un peu cher, mais on trouve toujours que les signatures en free agency sont trop chères parce qu'on se rend pas compte que le cap évolue. Mais moi, je pense plutôt que c'est Jesse Jackson qui est pas assez bien payé. Vous en pensez quoi, Olivier et Elliot? Bah, Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, après, il a quand même pris
un beau contrat, Jesse Jackson, mais 3 millions, en fait, la question c'est est-ce qu'on a voulu aller chercher Jesse Jackson et est-ce qu'on a fait une offre équivalente à celle des Chargers? Je pense pas, au final. Mais en fait, oui, c'est vrai que Jesse Jackson est meilleur que Charvarius Ward. Après, il faut aussi des fois se satisfaire de ce qu'on obtient quand on obtient des bons joueurs. Et moi, je suis très content d'avoir Charvarius Ward chez nous. Je te Ouais, c'est rejoins clair. là-dessus, c'est un super joueur. Faut voir aussi un truc, c'est que Jesse Jackson, il jouait aux Patriots, et il y a beaucoup de joueurs des Patriots, quand ils changent d'équipe, leur niveau, il a tendance à chuter de façon drastique. Donc là, avec Ward, peut-être qu'à 3 millions près, à la fin de la saison, on se dira, on a fait un bon choix, et puis voilà. Après, c'était pas le nom le plus ronflant de la liste. D'ailleurs, on en avait parlé de façon très rapide la dernière fois. Bon, on verra bien, hein, mais en même temps, t'es pas titulaire à Kansas si t'es pas bon non plus, hein. En termes de profil, je sais pas si vous avez vu les stats, il y avait beaucoup de stats sur Charvarius Ward qui tournaient au moment de sa signature. Ça a l'air d'être un mec qui est excellent, mais vraiment dans les meilleurs de la ligue en défense en homme à homme et un peu moins en couverture de zone. Alors que ben, la défense en zone, c'est plutôt notre système. C'est quoi? On évolue, à mon avis, on est en train d'évoluer vers un système un peu plus hybride en défense, c'est ça? Bah, le truc, c'est que en fait, de mon avis, après personnel, c'est toujours quand même bien d'avoir un très bon corner fort en homme à homme. Parce que on est dans une ligue où en ce moment les receveurs, on a énormément de très bons receveurs. Dans notre division, on a DeAndre Hopkins, Cooper Kupp, DK Metcalf. La zone des fois est pas suffisante pour des mecs aussi forts. Donc avoir un mec qui est fort en homme à homme, c'est toujours utile. Et je pense que c'est aussi peut-être une réflexion qu'a eu le staff en signant Charvarius Ward de se dire, bah, il est peut-être moins fort sur notre système de zone, mais pour garder des receveurs aussi forts, bah, des fois, être en zone, ça suffit pas. Et avoir un mec qui est capable de rester collé à leur basque, c'est important. Ouais, c'est très important, c'est très très important. On s'est fait perforer là-dessus. Je veux dire, Cooper Cup, il nous a fait tout ce qu'il a voulu à chaque fois qu'il a joué contre nous. Alors on peut garder ainsi une défense un peu plus hybride. Peut-être qu'il y a cette réflexion qui a été faite, comme il le dit Elliott. Parce que ouais, si Ward il se colle au basque du meilleur receveur adverse et qu'après, je vous rappelle que pour l'instant, le numéro 2 c'est Ambry Thomas. Donc, non, mais voilà, non, c'est vrai, c'est Non, Ambry non, Thomas, les gars. on C'est a toujours Mosley. Emmanuel Mosley quand Ah, il même. y a Mosley, c'est vrai, On donc a ça va, Emmanuel ça va, Mosley. ça va, ça va. S'il te plaît, Ça va, s'il te plaît. j'avais oublié parce que Attends, mais là, si tu parles mal d'Emmanuel Mosley, on a un présentateur qui va péter un plomb. Non, voilà, en revenant sérieux 2 secondes, les gars, c'est vrai que on avait besoin d'un gars comme ça, très fort, très, très fort en homme à homme, et après, notre défense, ça va déjà permettre d'avoir un peu plus de temps, parce que c'est vrai que là, on se faisait croquer au fond. Là, déjà, avec cette signature-là, je pense que ça va être meilleur pour nous. Quelqu'un qui sera plus dans notre effectif par contre la saison prochaine, c'est Keon Williams. On a déjà cité son nom 2-3 fois. Il a signé pour 2 ans et 7,2 millions chez les Broncos, donc 3,6 millions par an. Est-ce que je vais faire la même formulation que pour la Ken Tomlinson? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est une énorme connerie de ne pas l'avoir gardé pour 3 millions et demi? Totalement. C'est une catastrophe, c'est un scandale. On est d'accord. Non, mais à ce prix-là, on aurait quasiment pu monter une cagnotte Tipeee pour payer son salaire, hein. Sérieusement, Bah oui. à quel moment on le laisse partir à ce prix-là? Mais c'est incroyable. Et juste revenir sur ce que tu viens de dire, Loïc, en fait, c'est même moins, c'est 2,6 millions par saison, pas 3,6 millions. Ah, c'est 2,6 millions? Non, c'est 2,6 millions la saison. C'est honteux. 5,2 millions sur 2 ans. Mamma mia, je comprends pas, je comprends pas. Il y a des choses ça fait partie des choses, cette free agency que je n'arrive pas à comprendre. Où il y a un vice caché, ou alors il y a un truc qu'on ne sait pas, parce que, enfin, je sais pas. Ou alors Lynch, il a décidé de se faire plaisir et de dire, allez, mes copains des Broncos, on va les renforcer. Enfin, je sais pas, je sais pas. C'est, Ou alors c'est lui, il s'est dit, moi San Francisco c'est fini, je veux voir autre chose. Et puis il a dit au front office, vous pouvez me proposer ce que vous voulez, moi San Francisco ça m'intéresse pas, je vais aller voir ailleurs. Ça se peut aussi, mais c'est la seule raison Ouais, mais plausible que je vois. on parle d'un gars qui a quand même accepté de signer au minimum vétéran la saison passée, quoi. En général, si tu acceptes de signer à ce prix-là alors que tu es un des meilleurs joueurs de la ligue à ton poste, c'est que tu as envie de rester dans la défense des 49ers. ouais, c'est ça, Et je comprends pas. peut-être aussi que là, cette fois-ci, San Francisco lui a reproposé le minimum vet et les Broncos lui ont proposé un peu plus.
Les Broncos, comme on l'a dit pour DJ Jones avant, ont quand même un effectif intéressant. Enfin, il part pas aux Giants ou je ne sais quelle équipe. C'est qu'il part dans une équipe qui vise les playoffs et qui, aujourd'hui, j'ai du mal à me dire, avec l'effectif actuel, les Broncos sont moins forts que nous depuis qu'ils ont recruté Russell Wilson. Non, parce ce qu'il y a de bien, c'est comme on joue pas contre la FC West cette année, c'est cool. Il y a eu... Ouais, ça va être incroyable. Je suis super content. Ouais, c'est vrai que c'était peut-être pas le meilleur moment pour tomber sur eux. Non, je Mais pense pour pas. revenir, pour revenir sur Williams, ouais, il y a eu aussi une réflexion peut-être de sa part de se dire j'ai peut-être plus de chances de gagner à Denver que j'en ai à San Francisco. Et voilà, quoi. Enfin, c'est dommage parce que c'est un super joueur, mais malheureusement, il est parti. Donc ça veut dire que les Broncos n'ont donné que 100 000 de plus à Kevin Williams que ce que nous on a donné à Daniel Brunskill. Ouais, Voilà. mais après, on peut pas Ça, comparer, c'est pas les mêmes postes. Ouais, d'accord. Mais ça fait c'est ça, ça fait mal, quoi. On a aussi prolongé Dante Johnson pour plus ou moins un minimum vétéran et 1 an, et Darquise Dennard pour 1,1 million et 1 an. Donc Darquise Dennard, c'est un ancien cornerback des Bengals et de deux autres équipes, je sais plus lesquelles, j'ai pas sous les yeux, mais qui a pas eu beaucoup de temps de jeu ces dernières années et qui est un nickelback. Donc on l'a probablement pris en remplacement de Kevin Williams, mais ce serait plus un backup, on va dire. Et j'ai vu David Lombardi de The Athletic, qui couvre les 49ers pour The Athletic, qui disait que si on a besoin sur les schémas où on aura besoin d'un slot l'année prochaine, ce serait probablement Mosley dans le slot et Thomas et Ward sur les extérieurs. Moi, j'aurais bien Deomodore Lenoir dans le slot. J'aimerais bien voir un Deomodore Lenoir dans le slot. Parce que c'est un mec qui est pas très grand, donc pour la couverture extérieure, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est un gars rapide, c'est un joueur que j'aimais bien quand il était à l'université. J'aimerais bien voir ce qu'il donne dans le slot. Parce que, en fait, mettre Mosley dans le slot, je dis pas non, mais le problème, c'est que c'est Ambry Thomas qui se retrouve à l'extérieur et c'est pas suffisant, quoi. C'est pas suffisant là, mais c'est comme Trey Sermon, c'est un rookie, il a fait sa première saison en moyenne, et puis il peut progresser la deuxième saison, n'est-ce pas, Olivier? Oui, bah oui, ça va. Quand tu as commencé ta phrase, je me suis dit, allez, c'est bon, celle-là, elle est pour moi. Effectivement, effectivement. Et puis bon, après j'ai vu, pour revenir sur Ambry Thomas 2 secondes, j'ai vu ce matin, je crois que sur Twitter, il fait beaucoup de choses aussi en Afrique, pour les personnes qui ont besoin, pour les personnes qui ont besoin d'avoir de l'eau. Ouais. Donc voilà, je trouve que je l'ai beaucoup critiqué. C'est un peu la vanne facile du moment, mais bon, j'ai rien contre le gamin, voilà. Et puis c'est ce genre d'attitude qui me font réfléchir sur la personne. Donc espérons que lui aussi progresse et que l'année prochaine il devienne pro bowler. Oula, doucement. Mais sinon, on retourne chercher Josh Norman, si vous avez plus confiance en Josh Norman, les gars, y a pas de problème. Oula, hein. oula, 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 oula. On va pas rentrer dans cette Moi, j'ai rien dit. Hein. Arrêtez de vous en prendre aux vieux, les gars, c'est pas sympa. On va finir avec les safety, enfin pas finir parce qu'il y a encore les équipes spéciales, mais on va passer au safety. On n'a pas re-signé Jacquez Kittars, qui est encore free agent au moment où on se parle. Par contre, on a signé George Odum, qui est aussi un spécial teamer, mais ça, on en parlera après. Et on lui a donné 3 ans, 9 millions dans 3 ans, donc 3 millions par an. Est-ce que pour vous, Tart, dans l'état actuel des choses, et en tenant compte de notre situation financière, il faut aller le chercher, sachant qu'il a signé nulle part? C'est difficile à dire. J'ai vu pas mal de rapports qui disaient que la signature de George O'Doon, ce serait probablement pour le mettre titulaire à la place de Tart. Je sais pas exactement la situation, mais ça dépend toujours et encore du prix, ça dépendra du mouvement de Garoppolo, ça dépendra encore de plein de choses. À l'heure actuelle, je me pose la question de savoir si on a besoin de rechercher Tart. Quand on a signé O'Doon pour 3 millions par saison, quand on a Hufanga derrière, je sais pas. Ouais, moi, j'irais pas le rechercher non plus. Quand Ah j'ai bon? vu la vague d'émotion que ça a créé, le départ de Odum des Colts, chez ses anciens coéquipiers ou chez les fans des Colts, ça me fait espérer quelque chose d'assez grand dans son cas. Alors, je me base pas sur grand-chose pour dire ça, mais je pense qu'avec lui et Hufanga derrière qui va continuer de se développer, je pense qu'on est bien pourvu à ce poste-là, et puis j'ai hâte de voir ce qu'a peut réellement apporter Odum à ce niveau-là. Bah, après, au minimum vétéran, je pense qu'on le prend tous pour 1 ou 2 millions. Et donc, j'ai envie de dire, le meilleur scénario, ce serait qu'il continue de pas trouver l'équipe et qu'il finisse par revenir chez nous pour pas très cher, si on accepte de lui donner 1 Ouais, million. mais comme vient de dire Kevin, ça dépend de plein de choses en fait. Si le staff considère
que Odun est titulaire, en fait, ça sert même à rien de lui donner 1 ou 2 millions parce qu'on a un titulaire, on a un remplaçant avec Hufanga. Ça sert à rien de prendre un troisième mec en fait sur le poste si tu considères que tu as trouvé ton titulaire. C'est clair. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il faut lui donner du temps de jeu à Hufanga aussi. Donc lui mettre un deuxième, encore un safety dans les pattes, ce serait peut-être pas forcément la meilleure chose. Je propose qu'on passe maintenant aux équipes spéciales. Alors, il y a beaucoup de secteurs du jeu qui ont été délaissés. Mais alors là, pour le coup, les équipes spéciales, ça a peut-être été l'endroit où on s'est le plus activé. On a fait deux arrivées très importantes. C'est celle de Ray McLeod. On l'a dit, c'est un receveur, mais c'est surtout un returner. C'est le gars qui a fait le plus de yards sur punt return dans toute la NFL la saison passée. Et c'est aussi un kick returner. On avait un besoin à ce poste. A priori, on l'a comblé. On lui a donné 4 millions sur 2 ans. Et on a aussi pris George Doom, on vient d'en parler. Mais c'est pas seulement un safety, c'est aussi un gunner. Et c'était un First Team All-Pro, gunner First Team All-Pro en 2020. Donc c'est très intéressant de voir qu'on a renforcé ce poste-là. Et aussi Oren Burks, le linebacker qui vient des Packers, il peut contribuer en équipe spéciale, même si les fans des Packers sont très critiques à son sujet. Ouais, c'est cool en fait, c'est cool en fait de penser aux équipes spéciales parce que c'est souvent un élément qui est délaissé. Je pense pas par les staffs parce qu'ils sont intelligents pour le savoir, mais c'est un élément auquel nous on pense pas trop, les supporters en général. Mais quand on a vu qu'on est capable de gagner un match de playoff juste grâce à nos équipes spéciales, en fait ça remet les choses dans leur contexte. Et du coup, adresser ça, les équipes spéciales qui étaient quand même un de nos problèmes l'année dernière, même si on a battu les Packers grâce à un punt bloqué et un kick bloqué, etc. Mais mettre des moyens là-dessus, notamment avec Ray McLeod, c'est toujours une bonne idée en fait. Après, un retourneur, c'est bien, mais il faut aussi les gars qui bloquent pour lui ouvrir des brèches. On a toujours tendance à mettre l'accent sur le retourneur, mais le retourneur, s'il n'a pas les brèches qui s'ouvrent devant lui, il pourra rien faire. Je fais appel un peu aux vieux de la vieille, mais je me rappelle d'un gars qui s'appelait Trindon Holiday qui avait cartonné aux Broncos, qui était arrivé chez nous, on s'est dit mon Dieu ça y est, on a notre retourneur, et puis le gars il a pas mis un pied devant l'autre et puis il a fini coupé. Donc espérons qu'il y ait les brèches qui s'ouvrent devant lui, mais c'est clair que Ray McLeod là, s'il a de l'espace, il va faire des dégâts, c'est sûr. Donc on attend beaucoup de Brian Schneider, puisqu'on le rappelle, on a changé de coordinateur au niveau des équipes spéciales. Et moi, il y a aussi un autre domaine où j'attends une progression chez les Special Teams, c'est la défense contre les retours adverses, qui pour moi était le plus gros défaut de nos équipes spéciales la saison passée. Mais ça, c'est comme pour le return, c'est un truc très collectif. Donc ça va aussi beaucoup dépendre du coaching plus que des individualités. Et pour finir, je propose que chacun mette une note à cette free agency des 49ers en jugeant l'entièreté de ce qui s'est passé depuis le 13 mars. Et il nous explique un peu pourquoi. Quelqu'un veut commencer ? Note sur combien, monsieur le professeur ? C'est une format américaine, un format américain, donc A, B, C, D, F, et plus ou moins, comme vous voulez. Je veux bien commencer, je vais mettre un D. Je suis pas du tout satisfait de notre free agency. Pour moi, il y a quelques bonnes signatures, Charvarius Ward, Kerry Hyder, Giorgio Doom, mais dans l'ensemble, en fait, c'est trop insuffisant. On s'est pas encore débarrassé de Garoppolo, on a perdu Tomlinson, on a perdu K'Waun Williams, on a perdu DJ Jones et Arden Key, mais bon, on pouvait pas y faire grand-chose. En fait, je trouve qu'on n'en a pas fait assez, là où certaines autres équipes ont fait des moves un petit peu plus et certaines fois un peu trop flashy. Mais en fait, à part sur le poste de cornerback, j'ai du mal à voir une progression, quel que soit l'endroit de l'effectif, et je vois une régression sur la ligne défensive et sur la ligne offensive. Quelqu'un d'autre ? Moi, je suis quasiment sur la même notation. On ne s'était pas mis d'accord avant. Moi, j'étais sur un C-. Voilà. Je trouve que cette free agency... Alors, il faut arriver à détacher deux choses. Le premier truc, c'est ce que disait Elliot, c'est le côté flashy ou sexy des signatures. On voit certaines équipes, par exemple les Bengals, tout le monde a dit oh là là, les Bengals ils sont à une O-line d'être au titre. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eux, ils ont mis de l'argent, ils ont récupéré sur la O-line ce qu'il fallait pour avoir une équipe sympa.
On prend les Broncos, c'est sexy. Enfin, il y a beaucoup d'équipes comme ça. Et puis nous, au milieu de tout ça, ben voilà, j'ai l'impression de me retrouver avec une free agency de bon père de famille. Voilà, on prend pas de risques, c'est pas, il y a rien de, voilà, je trouve ça mou. Alors, j'espère me tromper, mais est-ce qu'on se dit on va faire deux superbes contrats à Djibo et à Nick Bosa qui font qu'on n'a pas les moyens de faire autrement? Mais bon, je sais pas, je suis dans l'expectative la plus totale au niveau de notre draft, de notre free agency, pardon. Moi, j'étais un peu plus optimiste. J'aurais mis un B-, La moyenne, ça passe. parce que, oui, je mets la moyenne parce que en début de free agency, on avait un besoin prioritaire. C'était le cornerback numéro 1. Il est signé, il est là, c'est un joueur solide, on sait ce qu'on a. On obtient ce qu'on cherchait. C'est sûr qu'on se fragilise sur la ligne offensive, ça je suis d'accord avec vous, mais l'année dernière, au deuxième tour, on draft son remplaçant. C'est exactement la même situation que Trey Lance. On a drafté haut un gars pour jouer à ce poste. Il va être temps d'assumer la saison prochaine. Si ça marche pas, ça marchera pas. Mais on a déjà son remplaçant qui est là pour assurer. Est-ce qu'il va le faire? Je le sais pas. Mais il est là pour ça. Et puis, ensuite, on a gardé Jawan Jennings, en receveur numéro 3, qui est très intéressant. Que tu On, aimes beaucoup. que j'adore personnellement. On a gardé aussi Ross Dwelley, que j'aime beaucoup en deuxième tight end, n'en déplaise à certains. Et puis, je pense qu'on est pas mal. Alors oui, on s'est affaibli sur certains postes, notamment sur le slot cornerback. Mais j'ai quand même envie de croire à cette équipe. Et je me dis qu'il reste encore la draft pour s'améliorer. Donc pour le moment, je suis pas satisfait à 100%, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Moi, je vais mettre un D+. Je vais pas répéter ce que vous avez dit parce que globalement, on est d'accord. Mais je trouve qu'on avait 4 mouvements importants à faire pendant cette free agency. Le premier, c'était embaucher un cornerback 1. Kevin l'a dit, on l'a fait. Je suis très content, même pour le salaire qu'on lui a donné. Et les 3 autres mouvements qu'on devait faire, c'était trader Garoppolo. On n'a pas réussi à le faire. Prolonger Kevin Williams. On l'a pas fait. Et prolonger Laken Tomlinson. On l'a pas fait. Et pour moi, en plus de ça, il y a un énorme red flag sur la ligne offensive, où je sais pas où on va. On a 2 tackles, il y en a un qui a 34 ans et l'autre, il est incertain. On a un centre qui est au bord de la retraite, et on a 2 gardes qui présentent aucune garantie. Donc pour moi, et comme l'a dit, je crois, Elliott, on s'est affaibli à peu près partout, même si c'est pas non plus scandaleux, à part sur la ligne offensive. Du coup, pour moi, c'est une free agency globalement ratée, et surtout, je trouve que si on part du principe qu'on dégage Garoppolo, il faut investir l'argent. Il fallait garder Kevin Williams, il fallait garder Laken Tomlinson, et on l'a pas fait. Et pour moi, le fait de jouer au poker, le fait d'être en mode on fait semblant de le garder pour donner du crédit à Garoppolo, pour essayer d'avoir un bon pick, ça ne justifie pas le fait de ne pas avoir gardé des joueurs comme Williams et comme Tomlinson. Donc pour moi, c'est une vraie agency ratée, et je mets D+, et je suis gentil. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Ouais, là-dessus, oui, après quand je t'entends, j'ai l'impression qu'on va se tirer la bourre pour l'année prochaine être premier choix de la draft, mais on en est quand même pas là, quoi, parce que quand on dit Non, bien sûr que non. on s'est affaibli, je vais quand même temporiser pour les personnes qui vont nous écouter, sinon s'ils sont un peu dépressifs, ça peut être dangereux. Donc, en étant, faut quand même pas déconner, je veux dire, sur la ligne défensive, on va être costaud. Au niveau de linebacker, je pense qu'on va avoir le meilleur corps de linebacker de la NFL. Et au niveau du backfield, on a progressé. Donc en défense, je pense pas qu'on ait régressé. Des special teams, on va être meilleur. Et ensuite, c'est en attaque, c'est vrai, le doute, il est sur la ligne offensive, vraiment. Parce qu'après, tu vas me dire pour la défense, on a perdu DJ Jones. Ok, d'accord, mais ça va. L'année prochaine, Kino, il est de retour. On va encore être monstrueux sur le front seven. J'ai aucune inquiétude au niveau de la défense. Et après, c'est vraiment au niveau de l'attaque. Et bon, on verra bien, mais il ne faut pas non plus être trop défaitiste. Bien sûr. Je vais juste tempérer par rapport à ce que j'ai dit. Évidemment, c'est une critique assez dure que j'ai fait, mais
c'est une critique que je fais à une équipe que je veux voir gagner le titre dans les 3 ans. On n'est pas en reconstruction, ça reste, on continue d'avoir une très bonne équipe et pour moi, on ira en playoff la saison prochaine, malgré cette free agency que personnellement je trouve globalement ratée, mais bon, c'est pas non plus la fin du monde. Après, la ligne offensive, ça s'améliore à peu près à n'importe quel moment. Là, on a perdu un petit peu, mais je vois Laken Tomlinson, on l'a eu pour un 5e tour de draft en échange. Trent Williams, un 5e tour de la draft de l'année où on l'a eu, plus un 3e tour de l'année suivante. Je veux dire, ça coûte pas grand chose. C'est des joueurs qu'on peut retourner chercher s'il y a des opportunités qui s'ouvrent cet été, pendant la draft, ou même pendant la saison prochaine. C'est encore un secteur qui peut s'améliorer d'ici là si on voit qu'on s'est un peu planté avec Aaron Banks, avec Brunskill, avec d'autres joueurs. Donc, ça m'inquiète pas plus que ça encore, la ligne offensive. Bah, si personne n'a rien à ajouter, c'est la fin de ce 3e épisode du Faceful Podcast. On devrait se retrouver d'ici quelques semaines pour une preview de la draft 2022 des 49ers. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très vite dans le Faceful Podcast. Go Niners!